l'actualité, les acteurs du monde de l'éducation se sont réunis pour mettre des mesures en place pour une bonne organisation des examens de cette année. Le choix des surveillants et correcteurs, le respect de la police sont entre autres points abordés. Aussi, pour sensibiliser contre la fraude, le ministère de l'Éducation a organisé une marche sportive. Fin des réunions des douanes de la Confédération des États du Sahel, plusieurs recommandations ont été faites pour une union douanière au sein de l'espace. 7e journée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Mali, une journée couplée à la 6e Assemblée générale. Des réflexions sont menées pour combattre l'exercice illégal de la profession. Et l'ORTM en deuil, un grand monument de la presse est décédé la nuit dernière à Dakar. Il s'agit de Tiemoro Magalou à la retraite. Son parcours avec Sori Ibrahim Keïta au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Le Premier ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, vous le savez, a présenté hier les 8 axes de son plan d'action gouvernemental. L'élaboration de ce plan d'action tient compte de l'évolution du contexte actuel marqué par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous propose donc d'écouter un extrait de son intervention. Le plan d'action du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce matin est bâti autour de 8 axes de la lettre de cadrage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adressée au gouvernement lors du Conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024, à savoir 1. Le renforcement de la défense et de la sécurité, 2. Des réformes politiques et institutionnelles, 3. La satisfaction des besoins fondamentaux de la population, 4. L'amélioration de la carte sanitaire. 5. L'amélioration du système éducatif. 6. L'apaisement du climat social. 7. Le renforcement de notre diplomatie. Et enfin 8. La création des conditions pour des élections transparentes et apaisées. Ces axes prioritaires s'inspirent des préoccupations légitimes du peuple malien exprimées lors des grandes concertations des forces vives de la nation. Pour l'essentiel, le plan d'action du gouvernement découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route de la transition, les recommandations issues des assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien, la vision Malikourania Tasra Kabesan, Baflani Bioroni Sabama, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Ce nouveau référentiel des politiques et stratégies de développement définit les voies et les moyens de la relance économique et jette les bases d'un développement endogène durable. L'élaboration de ce plan d'action tient compte également de l'évolution du contexte actuel, marqué par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. En prenant la décision historique, le 6 juillet 2024, à Niamey, République du Niger, de créer la Confédération AES, les chefs d'État du Niger, du Burkina et du Mali nous ont offert un espace commun afin de lutter efficacement contre le terrorisme, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, mettre en place un cadre harmonisé des politiques publiques, réaliser des projets structurants en commun et parler d'une seule voix sur la scène internationale. Et la présentation du plan d'action gouvernemental est un exercice républicain. Le chef de gouvernement a profité de cette occasion pour rappeler quelques formules du président de la transition qui appelle les Maliens à l'union sacrée. Nous l'écoutons. Je viens accomplir en toute humilité ce devoir républicain avec la ferme conviction que chaque acte que nous posons sera marqué à la fois du sens des priorités et de la pleine conscience de l'urgence. En cette occasion solennelle, je voudrais ici renouveler ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne le 21 novembre 2024 pour conduire l'action gouvernementale qui repose sur des femmes et des hommes engagés, enfants de ce pays, ouverts à la critique constructive, à l'écoute de la population et qui demandent les bénédictions de cette dernière. Quelle que soit la pertinence d'un plan, aucune réussite ne sera possible dans la haine destructrice et la division. C'est tout le sens de la phrase par laquelle
Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, termine ses allocutions, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croire ». Fin de citation. Que Dieu fasse que la cohésion et l'entente nationale soient renforcées dans notre pays. Et je le disais dans les titres, les acteurs du monde de l'éducation se rencontrent pour un bon déroulement des examens au titre de l'année académique 2025. Le choix des surveillants et correcteurs, le respect de la police de surveillance, transparence des examens sont entre autres sujets abordés. Compte rendu, Fademba Keïta. L'étape de travail technique en cours est un espace de dialogue renouvelé, de rigueur, de transparence, d'équité demandée à tous les acteurs du monde de l'éducation. Des questions et suggestions ressortent des insuffisances dans l'organisation des différents examens, difficultés dans l'acheminement des matériels techniques, le non-respect par endroit de la police de surveillance et tant d'autres. C'est pourquoi un engagement collectif et une confiance mutuelle pour un bon déroulement des examens s'imposent. Je note avec intérêt l'intervention massive des syndicats dans le cadre de la sensibilisation pour obtenir des examens propres. Des différentes interventions, on sent la volonté affichée de tous. Autrement dit, les acteurs reconnaissent que la réussite des examens repose sur le sens des responsabilités de tout un chacun. Ces échanges réguliers sont non seulement utiles, mais indispensables à une gouvernance partagée de l'éducation. L'organisation des examens de fin d'année nous engage tous. Elle appelle à la rigueur, à la vigilance, à l'équité et à la transparence. Il s'agit pour nous tous de garantir que chaque élève, partout au Mali, puisse passer ses examens dans des conditions sereines, sécurisées et justes. À en croire certains participants, les surveillants rigoureux sont le plus agressés par les candidats. Ils demandent leur sécurisation accrue car la crédibilité dépend de leurs responsabilités après relecture et application judicieuse des textes. Actualité AES, fin de réunion des douanes de la Confédération des États du Sahel, des projets de textes juridiques et des recommandations pour une union douanière de l'espace ont été proposés. Un reportage de Tamser Diabati. Les instruments juridiques proposés par les experts à la rencontre de Bamako ouvrent la voie à une union douanière au sein de l'espace AES. Et à l'issue de 2 jours de réunion, les directeurs généraux des administrations des douanes de la Confédération ont amendé et validé les projets de texte soumis à leur approbation par les experts. Projet de décision relatif aux conditions d'agrément et d'exercice de la profession de commissionnaire en douane agréé. Projet de décision sur l'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Projet de décision relatif aux règles d'origine AES. Projet de décision instituant le régime tarifaire préférentiel confédéral RPC. Les directeurs généraux des douanes ont accepté les chronogrammes proposés par les experts pour l'élaboration des projets de texte ci-après qui seront proposés par le Burkina Faso et validés au cours de la période du 28 au 31 juillet 2025. Il s'agit des textes relatifs au Code des douanes confédérales, à l'institution d'un TEC AES. Ainsi, il ressort du constat que les lignes ont bougé au chapitre de la mise à œuvre des recommandations issues de la rencontre des directeurs généraux tenue à Lomé au Togo il y a 8 mois. 7 recommandations sur 16 ont été réalisées. 6 recommandations sont en cours d'exécution. 3 recommandations restent non encore réalisées. Les directeurs généraux des douanes de l'AES ont échangé au cours de leur huis clos
sur les points de discussion inscrits à la prochaine réunion de négociation entre l'AES et la CEDEAO qui se tiendra à Bamako en 2025. Ainsi, après une évaluation objective des directeurs généraux, les échanges ont abouti à des recommandations qui dénotent de l'engagement et la détermination des soldats de l'économie. La réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES a enregistré des avancées significatives en matière de validation de projets de texte devant aboutir à l'harmonisation de nos législations douanières. Au cours de vos réunions, les discussions et les débats, souvent houleux, ont été empreints de courtoisie, de franchise et de dévouement. Au regard de ces avancées notoires sur les projets prioritaires, les directeurs généraux des administrations douanières de l'AES s'engagent à poursuivre les échanges et les réflexions pour la mise en œuvre de ces recommandations. Tout cela s'est traduit par des projets de textes d'harmonisation. Des projets, on les a formulés en décision à soumettre à nos plus hautes autorités. Ce qui est fait à ce niveau, c'est qu'il n'y a que 2 petites décisions qu'on va essayer de parfaire. Et donc, dans l'ensemble, les 3 directeurs généraux des douanes sont satisfaits. Il s'avère ainsi que les administrations des douanes de la Confédération disposent désormais des instruments juridiques capables de relever les défis d'une intégration économique et solidaire. Et en image, après 4 jours de travaux ayant abouti à des recommandations pour une union douanière dans l'espace AES, le ministre de l'économie et des finances a offert un dîner gala aux participants, un dîner au cours duquel le directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, au nom de ses homologues du Burkina et du Niger, a tenu à saluer et remercier les plus hautes autorités pour leur sens élevé de responsabilité pour la concrétisation de l'union douanière de la Confédération. Voilà un dîner gala offert par le ministre de l'économie et des finances aux participants des réunions des douanes de l'espace AES. Et au Niger, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a accordé des audiences. Il a successivement reçu une délégation malienne conduite par son ministre du Commerce et de l'Industrie, une délégation de la Banque mondiale, la directrice régionale de développement humain pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en mission au Niger et enfin une délégation du Fonds monétaire international FMI. Des sujets d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Nana Mariam El Moutari. Présent au Niger sur instruction du président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, en vue d'engager des négociations avec la société nigérienne du pétrole pour l'approvisionnement stable et régulier par le Niger de la partie nord du Mali en produits pétroliers. Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali dit rendre compte au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances des points des échanges et concertations qu'il a eu avec la partie nigérienne pour l'approvisionnement à court et long terme des régions nord du Mali en produits pétroliers. Et sur la base de cette couverture-là, en mois de décembre, nous allons engager aussi des négociations pour mettre en place ces mécanismes d'approvisionnement pour les années 2026, 2027 et 2028. Je dois dire que des concertations et des échanges qui ont eu lieu entre les opérateurs économiques dans le domaine du secteur du pétrole au Mali et la Société nationale nigérienne de pétrole, des accords ont été trouvés à la fois sur les quantités mais aussi sur les prix, toutes choses qui vont permettre la signature tout à l'heure des contrats pour l'approvisionnement des régions nord du Mali jusqu'au 31 décembre 2025. Ali Mohamed Lamilzen devait par la suite recevoir une délégation de la Banque mondiale avec à sa tête Madame Trina Hak, directrice régionale de développement humain Afrique de l'Ouest et du Centre, qui séjourne au Niger pour une visite de travail. On a pu échanger avec le ministre. Madame Hak a pu expliquer ce qu'elle a trouvé ici dans le pays pendant ses visites. Vraiment des grands acquis dans la collaboration entre la Banque mondiale et le Niger
dans le secteur développement humain, mais surtout, nous avons échangé sur notre collaboration pour le futur. Le Premier ministre de l'économie et des finances est enfin entretenu avec une délégation du Fonds monétaire international FMI. C'est des accords qui visent à faciliter l'élargissement des crédits, ils visent à renforcer la stabilité macroéconomique et jeter les bases d'une croissance durable en appuyant des réformes pour mobiliser des ressources, améliorer l'efficacité des dépenses publiques, renforcer la gouvernance et promouvoir le développement du secteur privé. Nous avons discuté avec les PM également des perspectives de l'économie nigérienne et nous nous attendons à un taux de croissance robuste pour 2025 autour de 6,6%, porté par le secteur pétrolier et le secteur agricole. Et à Ouagadougou, séance de travail entre le Premier ministre burkinabé et son homologue sénégalais avec la signature d'accords dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, l'énergie, la sécurité et le commerce. Le reportage de Moussaki. Une séance de travail entre le chef du gouvernement burkinabé et son homologue sénégalais. Sur la table des discussions, le bilan de la coopération bilatérale. La rencontre entre les deux parties dans la capitale burkinabé se veut également une occasion pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Dakar. Il n'y a pas un seul secteur qui est aujourd'hui exclu de ce champ de la coopération entre nos deux pays. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes convaincus également de part et d'autre que les marges de progression sont encore importantes dans cette coopération. C'est à nous de travailler. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration. Le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. La suite des travaux se passe à huis clos. Environ 1 heure d'échange sur des thématiques d'intérêt commun comme la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le commerce. Une fois les discussions terminées, les deux ministres en charge des Affaires étrangères signent le communiqué conjoint. Une déclaration est livrée par le chef du département en charge de la communication du Burkina Faso. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste. Les deux parties se sont également félicitées du dynamisme de leur coopération dans le domaine du sport et ont convenu de la renforcer. Sur le plan commercial, Dakar va abriter dans les mois à venir une représentation de la Chambre de commerce pour redynamiser les échanges commerciaux. Nous refermons la page AS pour se rendre à Tombouctou. Sur place, les activités du Conseil régional des jeunes de Tombouctou ont été lancées. Formation socio-professionnelle, action citoyenne, initiative environnementale sont quelques activités au cœur de ce programme. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Par ce lancement officiel de ces activités, il s'agit pour le Conseil régional des jeunes de Tombouctou de décliner son programme d'activité. Au programme de cette année, des ateliers de formation socio-professionnelle, des compétitions sportives, des actions citoyennes, des initiatives environnementales, des espaces de dialogue et bien d'autres activités prendront à chacun de trouver sa place et de bâtir un Mali nouveau.
Le président du Conseil national des jeunes du Mali a exhorté les membres du bureau de Tombouctou à faire de leur conseil un cadre inclusif, apaisé et dynamique, capable de rassembler toutes les forces vives de la jeunesse de Tombouctou. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, fidèle à sa mission de coordination, d'accompagnement et de plaidoyer, vous apporte tout son soutien et vous encourage à œuvrer avec responsabilité, intégrité et esprit de solidarité. La jeunesse est au cœur des préoccupations du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'est pourquoi 2 ministres se sont mobilisés auprès de la jeunesse. Au ministère de la Réconciliation, nous avons compris que l'un des vecteurs les plus importants pour atteindre la paix et la réconciliation, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi je suis en train de mettre la jeunesse au cœur de mes actions à tous les niveaux. Lorsqu'on voit ces jeunes ici, c'est ce même brassage que nous connaissons de Tombouctou. Pour nous, tout part d'ici, le savoir part d'ici, la richesse. Parce que Tombouctou, c'est aussi ce mystère, cette terre de mystère. Il faudrait que nous soyons fiers de cela. La cérémonie a été mise à profit pour remettre les insignes aux membres du bureau du Conseil régional des jeunes de Tombouctou. Des attestations ont été remises à certains partenaires et du CELGEM au ministre par la jeunesse de Taoudéni. Et 5 milliards de francs CFA, c'est le coût de mise en œuvre d'un programme partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé. 18 mois après le lancement du dit programme, les parties prenantes viennent de procéder à l'évaluation des activités menées. Thiamogo Konaté pour le reportage. C'est un programme ambitieux devant toucher 4000 jeunes à l'échelle nationale, dont 40% de filles. Programme connu sous la dénomination Participe. Entendez-là, partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé, une initiative de la coopération Suisse Contact, financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. Le programme Participe, placé sous la tutelle de mon département, s'inscrit dans la dynamique de réforme et de dynamisation du sous-secteur de la formation professionnelle. Il a pour objectif d'apporter des réponses concrètes, durables et adaptées aux défis du chômage et de l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. 18 mois après le lancement de ce programme, les acteurs font une rétrospective des réalisations. C'est à la faveur de cette première session du comité de pilotage qui révèle un bilan mitigé. Les dispositifs pilotes ne sont pas encore pleinement opérationnels. Le choix des filières reste limité, le nombre d'entreprises mobilisées est faible et la répartition des rôles et responsabilités entre les acteurs publics et privés mérite d'être davantage clarifiée. Sur le plan budgétaire, la consommation reste très faible. Je tiens à saluer le leadership éclairé et l'engagement indéfectible de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour sa vision claire et ambitieuse d'un Mali courant. Une vision qui fait du développement des compétences, de l'employabilité des jeunes et de la réforme du système éducatif national une priorité absolue. Et Oumsal Sek de mettre cette session d'évaluation à profit pour procéder au lancement d'une plateforme numérique sur différents secteurs d'activité. On retient volontiers les secteurs de l'hôtellerie dont les participants ont été gratifiés de certaines recettes. Le ministre des Maliens, établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a été face aux journalistes pour parler de la tenue du Forum international de la diaspora. Cet événement est conçu pour créer un cadre d'échange durable entre l'État malien et ses ressortissants établis à l'extérieur. Le Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Dauda Kone pour le reportage. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a présenté devant un parterre de journalistes le projet du Forum international de la diaspora FID. Cette initiative entend positionner la diaspora comme un acteur majeur du développement national. Ce forum est dédié à la diaspora, exclusivement à la diaspora, avec la contribution d'un certain nombre d'acteurs. Donc leur place, c'est toute la place qui leur est dédiée, ce n'est pas une partie de la place. Il sera encore un cadre pour eux d'exprimer leur plein potentiel
de montrer leurs capacités, d'exposer leurs produits, leurs projets, leurs initiatives et qu'ils bénéficient de l'écoute et de l'attention du gouvernement et des acteurs engagés dans le secteur du développement national. Ce forum se veut participatif, inclusif et porteur de solutions concrètes. Il abordera des questions liées à l'investissement productif, au transfert de compétences, à l'intégration régionale, à la citoyenneté active ou encore à l'image du Mali à l'international. Nous invitons tous ceux qui peuvent contribuer à travers les idées, à travers les projets, à nous rejoindre. Nous sommes au service de notre diaspora qui est un vecteur incontournable aujourd'hui pour le développement de notre pays. Nous sommes en train d'organiser un rendez-vous qui sera un événement grandiose, une opportunité unique. Le Forum international de la diaspora est une initiative visant à renforcer davantage les liens entre les Maliens établis à l'extérieur et le pays et à promouvoir un développement inclusif et durable. À travers cette première édition, le gouvernement souhaite également que ce rendez-vous soit le cordon ombilical entre l'État et la diaspora. Il se tiendra les 17, 18 et 19 juillet 2025 au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Et 7e journée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Mali, couplée à la 6e Assemblée générale. L'Ordre des chirurgiens dentistes relève que 59 cabinets dentaires sont opérationnels au Mali, dont 22 travaillent dans l'inégalité. Pendant cette journée, les professionnels du secteur mènent des réflexions sur l'exercice illégal de la profession. Reportage à Koumba Sissé et Abdoulaye Diarra. Au Mali, les défis sont énormes pour recadrer le secteur bucco-dentaire. Beaucoup de cliniques exercent ce métier dans l'inégalité. Un des points qui préoccupe le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Mali. C'est pourquoi, au cours de leur 7e journée, couplée à la 6e Assemblée générale, les dentistes chirurgiens reviennent sur les défis. Nous avons enregistré en termes démographiques professionnels 172 chirurgiens dentistes à l'ordre, dont 11 inscrits en 2024. En cartographie professionnelle, nous avons 59 cabinets dentaires privés qui existent, dont 53 à Bamako, 3 à Kati, 1 à Fana, 1 à Kaï, 1 à Ségou. Parmi lesquels seulement 31 disposent de licences d'exploitation, 6 dossiers en cours de traitement et 22 sans licence d'exploitation. La lutte contre cet exercice illégal vise à protéger la santé publique en encadrant les pratiques médicales et paramédicales et à contribuer à l'amélioration de l'offre de soins et de services de qualité. Plusieurs initiatives sont en cours, d'autres sont déjà prises, comme l'adoption des lois contre des pratiques illégales de la profession de chirurgien dentiste. Nous avons activement participé à l'élaboration du nouveau code pénal et de procédure pénale par des propositions d'articles, notamment les articles 321, 49, 50 et 51 et du sous-paragraphe 5 le risque légal des professions sanitaires. Dans le cadre de la publicité, surtout sur les réseaux sociaux, d'envisager l'élaboration d'une stratégie de lutte. Suivi des activités du concours interquartier de salubrité, on en parle dans ce 20h. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable s'est donc rendue à Tomikorobougou et au Badiala 1 en commune 3 du district de Bamako et Sebeninkoro en commune 4 du district de Bamako. Le point avec Daouda Kone. Si en Tomikorobougou et au Badiala 1 en commune 3 du district de Bamako, les populations ont décidé de débarrasser les ordures des rues, à Sebeninkoro en commune 4, c'est la route qui mène à Kalabamboukou qui a été balayée. Tous sont inscrits par leur mairie au concours interquartier de salubrité en cours il y a un peu plus d'un mois. J'ai vu vraiment une population qui est engagée.
motivés. Et la jeunesse est sortie massivement, les femmes, même les petits-enfants sont sortis vraiment pour nous appuyer dans ce sens. Donc ça veut dire que maintenant la population est en train de prendre conscience par rapport à cette question de salubrité. C'est pour s'assurer du bon déroulement du concours que le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est sur les lieux choisis. Doumbia Mariam Tangara profite de l'occasion pour signaler que c'est en prévision à la saison des pluies prochaines que le concours interquartier de salubrité à Bamako et de Kati est lancé afin de réduire au minimum les risques d'inondation et protéger les personnes et leurs biens. Les gens sont en train de déverser les déchets dans les caniveaux, chose qui n'est pas vraiment permise. Et également, certaines familles sont toujours branchées dans les caniveaux également. Donc la loi interdit cela. Donc nous avons demandé à nos services techniques de prendre les dispositions par rapport à cela, de sensibiliser d'abord, ensuite prendre des mesures contre ces actes-là. Vraiment, parce que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales. Pour la réussite de ce concours, les autorités locales des 6 communes du district de Bamako et celles de la commune urbaine de Kati sont impliquées. Et le gouverneur de la région de Koulikoro, lui, anticipe pour prévenir d'éventuels cas d'inondation. Il a effectué une visite de terrain au quartier Souban pour contrôler les travaux de curage des caniveaux. Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Les pluies seront abondantes cette année selon les prévisions météorologiques. Dans cette dynamique, le gouverneur de Koulikoro entend anticiper pour éviter d'éventuels cas d'inondation. C'est pourquoi il est allé encourager les agents de la voirie urbaine et les membres des comités de développement des quartiers pour récurer les caniveaux et autres collecteurs de la ville. Pelle en main et à l'intérieur d'un caniveau, le colonel Sanogo donne l'exemple. Après l'épisode lamentable vécu par les populations courant l'hivernage passé, nous avons décidé de réactiver notre comité régional de gestion des crises et des catastrophes de la région de Koulikoro pour informer et sensibiliser les populations, procéder au curage des caniveaux et des collecteurs, identifier les zones à risque et les sécuriser, et le plus important, procéder à la libération des servitudes des cours d'eau. Pour tout ceci entre dans le cadre des mesures anticipatoires pour éviter à ce que les inondations ne surviennent plus au Mali. Ici à Koulikoro, le casse-tête est la gestion des sachets plastiques qui bouchent les caniveaux. Commerçants et consommateurs doivent intégrer dans leur quotidien la gestion saine des 10 sachets plastiques. Et dissolution des partis politiques. Les rencontres se poursuivent pour une bonne explication de la décision. À Bandiangara, le gouverneur a échangé avec les forces vives. Même exercice à Djoïla, les forces vives de la région ont été reçues au gouvernorat de région. Bandiangara, Agibou Koulibaly, Djoïla, Mustafa Doumbia. Devant une assemblée attentive, le gouverneur a insisté sur le fait que cette mesure n'est pas arbitraire, mais bien l'aboutissement des recommandations issues des assises nationales. Sinon, tout le monde, tous les Maliens sans exception, étaient convaincus, étaient unanimes que le nombre des partis politiques était vraiment très élevé. Et quand on a demandé à ces mêmes partis politiques de trouver une solution à cela, ils n'avaient rien à proposer. Voilà. Donc, le gouvernement était obligé de revenir devant les forces vives de la nation, qui sont les véritables représentants du pays, pour leur dire de trouver une solution. Et leur solution adoptée, c'est vraiment ça qui aboutit à la loi et au décret. Une précision qui a rassuré les participants soucieux de comprendre les implications de cette décision sur la gouvernance locale. Les questions n'ont pas tardé. Quelle est la place pour les anciens responsables des partis politiques dans l'espace public? Toutefois, les personnes en exercice, les personnes nommées dans des postes du fait de leur parti politique, qui est maintenant dissous, ces gens peuvent continuer à faire leurs activités, mais ne doivent plus se réclamer leur parti politique. Il est important pour moi de dire à tout un chacun qu'un État fort se construit par des décisions fortes. Et pour un État qui vraiment veut mettre tous les enfants de la nation en œuvre pour accompagner ce Mali dans un état de paix, de cohésion et de vivre ensemble, nous devrions adhérer. Pour le gouverneur, cette dissolution est une étape nécessaire vers un renouveau politique.
C'est une rencontre initiée par le gouvernorat de Dioula pour informer et sensibiliser les forces vives sur les dispositions prises par l'État en lien avec la vie des partis politiques. Des dispositions qui découlent des recommandations des assises nationales de la refondation et donc des attentes du peuple. Il s'agissait de sensibiliser et d'informer les forces vives de la région de Dioula autour de ces deux textes. On attend de la population le respect strict de ces deux textes. Le cadre est marqué par des communications sur la portée juridique et l'avantage de ces textes qui ne constituent pas une entrave à la démocratie. La rencontre a enregistré la présence des chefs de services régionaux, des représentants des organisations de la société civile et des légitimités traditionnelles. Nous sommes très contents de la prise de décision par le gouvernement. Parce que là où nous sommes, la plupart des partis politiques empêchaient le développement. Les recommandations que nous avons formulées ici, nous les avons rapportées plus haut. Des questions-réponses et des contributions ont mis fin à la rencontre. Aussi à Kita et à Gao, la décision de dissoudre les partis politiques a été largement expliquée aux forces vives, suivant les reportages de Mahamadi Aliou Bari depuis Kita et Aliou Trissa Maïga depuis Gao. Les forces vives de la région de Kita ont été édifiées sur les éléments conceptuels du décret portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. S'imprégner du contenu de ce décret est essentiel pour tous les Maliens. Les plus hautes autorités ont vu juste en prenant ce décret pour permettre la paix entre les Maliens et la cohésion sociale pour un Mali dont on aura rêvé. C'est la volonté inclusive de tous les Maliens. Ils ont demandé l'approbation de la charte des partis politiques pour permettre la paix entre les Maliens et la cohésion sociale pour un Mali de fraternité retrouvée. Nous avons entendu dans les réactions toute la joie, mais également la difficulté de la refondation, que nous avons comparé à un enfantement qui peut être fastidieux, mais qui est nécessaire. Et après, c'est le vacillissement du bébé qui fait le réconfort de tout le peuple. Nous avons, à travers ces ANR, recommandé beaucoup de choses au gouvernement qui sont en train d'être faites au fur et à mesure. Et des mesures législatives et réglementaires sont en train d'être prises au fur et à mesure. D'où ce décret, mardi dernier, que nous avons expliqué aux populations et qui a été très bien accueilli dans ses tenants et ses aboutissants, qui ne peut que conforter l'avenir de notre vie et de notre classe politique. Outre les autorités et légitimités traditionnelles, les représentants de la société civile, de la CAFO et du Conseil régional des jeunes, bref, toutes les couches socio-professionnelles de Kita ont participé à cette rencontre. Les représentants des légitimités traditionnelles, les partis politiques, les organisations de la société civile et les leaders religieux ont répondu à l'appel du gouverneur de la région de Gao. Devant eux, il a annoncé officiellement la dissolution des partis politiques. L'importance du rôle que les autorités et légitimités traditionnelles de notre pays jouent dans la vie de la nation n'est plus à démontrer, et c'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali a jugé utile de créer le présent cadre d'échange pour vous informer de la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Concernant la dissolution des partis politiques, le chef de l'exécutif régional donne plus de détails. La dissolution des partis politiques a pour conséquence l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous. L'interdiction de toute personne à favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique. Le moment était opportun pour le général de division Moussa Traoré de décorer au nom des plus hautes autorités Gao Al-Kaido et 4 autres personnalités de la région pour service rendu à la nation. L'obtention de cette médaille, c'est des efforts qui sont récompensés, des efforts de plusieurs années au nom des récipiendaires. Je tiens à remercier les plus hautes autorités du pays.
Et le ministre des Affaires religieuses, du culte, j'y arrive, et des coutumes, lui a rencontré les travailleurs de son département pour expliquer les biens fondés de la dissolution des partis politiques par les autorités. Mohamed Nama Keïta. Engagés dans un vaste chantier de réforme, les autorités ont dissous les partis et des organisations à caractère politique en application de la volonté des forces vives de la nation. Cette décision, diversement appréciée, est au cœur des échanges entre les ministres en charge des affaires religieuses et les travailleurs de son département. La dissolution des partis politiques n'est pas l'antinomie de la démocratie, plutôt n'est pas reconnaître les partis politiques qui est l'antinomie de la démocratie. On a déjà dit que les plus hautes autorités de notre pays veulent une réorganisation de la situation politique au Mali pour que ça soit plus adaptable à notre manière de vivre et pour que ça donne les choix demandés par le peuple dans le cadre des assises nationales. Nous sommes dans un état de droit où l'expression de la population doit être prise en compte. C'est ce qui a été exécuté par les plus hautes autorités de notre pays. Les assises nationales ont demandé pas mal de choses, y compris la dissolution des partis politiques. Cette démarche du ministre est partagée par ses interlocuteurs qui s'engagent à être des relais pour une plus large diffusion. Avant cette rencontre-là, on n'était pas à un certain niveau d'éclairage, mais avec les explications et les détails que M. le ministre vient de nous donner, ça a vraiment élargi notre champ de réflexion et puis ça vient de nous édifier de plus. C'est à nous maintenant d'édifier et d'éclairer nos entourages, surtout dans le milieu religieux, plus particulièrement. C'est vraiment une démarche excellente qui est participative. Nous avons bien pris note des explications qui ont été données. Nous les avons comprises et je pense que chacun a tiré une bonne leçon ici. D'autres échanges du genre seront organisés en vue d'une meilleure adhésion des populations à l'application de leur volonté exprimée pour l'avènement d'un Mali nouveau, a ajouté le ministre Mahamadou Koné. Et au Maroc, dans le cadre du sommet de l'Organisation de la Confédération islamique, le troisième vice-président du Conseil national de transition a dénoncé les agissements inamicaux de l'Algérie, notamment l'abattage de drones des femmes à Tinzaouaten. Nous l'écoutons, un extrait choisi par Bemba Sibi. Face à la menace terroriste, leurs excellences, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, général d'armée Assimi Goïta de la République du Mali et général d'armée Abdraman Tchani de la République du Niger ont, à l'issue du premier sommet tenu le 6 juillet 2024 à Niamey, décidé de porter sur les fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel. De cette date à nos jours, nos forces armées coalisées ont infligé de lourdes défaites aux terroristes, à leurs sponsors et à leurs alliés. Mesdames, Messieurs, comment comprendre que dans ce contexte, où les forces armées coalisées de l'Alliance des États du Sahel mènent cette lutte implacable, qu'un pays, de surcroît membre de la Oumma islamique, puisse se retrouver aux côtés des groupes armés terroristes. Car la destruction d'un drone des forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier à Tinzaouaten, dans la région de Kidal, en plein territoire national, ne peut relever que de ce que le droit international qualifie d'agression. Le Conseil national de transition, au nom de tout notre peuple ainsi que de l'AES, condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamicable du régime algérien. Par cet acte, le monde entier a désormais la preuve, s'il en a encore besoin, que les autorités algériennes soutiennent, encouragent et même favorisent le terrorisme international dans le Sahel. Les autorités de mon pays, le Mali et celles de l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel exigent que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Tout ceci relève de la promotion de la bonne gouvernance, thème de notre présente conférence. Et diplomatie axe Bamako-Abuja se renforce. Cheikh Oumar Koulibaly, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali, a présenté le jeudi 15 mai 2025 ses lettres de créance
à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Lors de cette rencontre au palais présidentiel, le président Tinubu a exprimé ses vœux de succès à l'ambassadeur dans sa nouvelle mission. Il a souligné l'importance de renforcer et de consolider les relations bilatérales entre nos deux pays avant de rappeler la nécessité pour le Mali et le Nigeria de coopérer ensemble pour relever les défis en matière de sécurité au plan régional. En retour, l'ambassadeur Cheikh Oumar Coulibaly a transmis au président Tinubu les remerciements et salutations fraternelles du général d'armée Assimi Goïta et lui a exprimé la volonté et la constante disponibilité du président Goïta à œuvrer au renforcement de la coopération entre le Mali et le Nigeria. Enfin, le diplomate malien lui a exprimé son engagement à travailler étroitement avec son gouvernement pour redynamiser cette coopération. Aussi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, Fafré Camara, a présenté le mercredi 14 mai 2025 ses lettres de créance à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Saisissant cette occasion, le diplomate malien a transmis à Sa Majesté les chaleureuses salutations fraternelles et les sincères remerciements de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le développement de l'axe Bamako-Rabat au bénéfice des deux peuples frères constitue une priorité pour nos plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement pour une coopération bilatérale dynamique et fructueuse au service de la prospérité partagée, de la paix et de la stabilité sous-régionale. Page sport à présent et le rendez-vous Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadijatou Kone. Alors, marche sportive, le ministère de l'Éducation nationale a profité de l'occasion pour sensibiliser les scolaires sur la fraude à la veille des examens de fin d'année. Oui, le sport rime avec les études. C'est ce qu'a compris le ministère de l'Éducation nationale en organisant une marche sportive. Objectif, sensibiliser les scolaires sur la fraude à l'école à la veille des examens de fin d'année. La marche a regroupé plusieurs membres du gouvernement, des acteurs des académies d'enseignement et des scolaires. Fademba Keita a assisté à cette activité sportive et pédagogique. Les officiels, ministres, représentants de la présidence et de la primature, membres du cabinet du département de l'éducation en tête de file et les autorités scolaires habillés en tenue de sport. Quant aux élèves des académies d'enseignement des deux rives présents, ils sont en uniforme scolaire. La marche est loin d'être une compétition, mais sportive contre la fraude au moment des examens qui pointent à l'horizon. Les deux tours du terrain de football du stade Mamadou Konaté suffisent pour prouver que les candidats sont contre la consommation de la drogue en milieu scolaire et doivent dire non cette année à la fraude et à la tricherie lors des examens. Elle est organisée contre la fraude. Vous nous voyez en rang serré, dans un élan cadencé et avec la détermination de notre engagement. Les examens bien organisés sont au bénéfice de tous les Mali, parce que cela va nous permettre de former des cadres compétents, des cadres engagés et des enfants bien éduqués. C'est l'essence un peu de cette action que nous saluons avec toutes nos forces. On parle du Mali-Koura, mais le Mali-Koura a besoin du Mali-Koura. Quand il faut combattre la fraude, c'est cultiver l'excellence. Le Mali aujourd'hui a besoin de gens qui ont les capacités. La marche sportive contre la fraude prend fin par des exercices physiques, des mouvements d'ensemble, des étirements et autres. Une belle initiative, hein, Siragatou. Tout à fait. Et tirage au sort, Coupe du Monde des cadets Qatar 2025, les chapeaux ont été dégagés et le Mali sera bien présent. Oui, le Mali est dans le chapeau 1 aux côtés des pays comme le Qatar, pays organisateur, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, le Sénégal ou encore le Mexique. Le Mali a un bon palmarès en Coupe du Monde des cadets, 2e en 2015, 3e en 2023 et 4e en 2017. Le tirage au sort de la phase de groupe aura lieu le 25 mai à Doha au Qatar. L'Afrique sera représentée par 9 autres pays en plus du Mali.
Et enfin, course de moto, les passionnés de ce sport ont quitté Barcelone en route pour Bamako. C'est une initiative du club des motards du Mali. Le top départ a été donné à Barcelone en Espagne. Les motards ont parcouru la distance Valence-Paris. Ils ont bravé la chaleur et la pluie, arpentant les montagnes pour faire passer le message de la fraternité et de l'unité. Ces passionnés de la moto seront bientôt à Bamako. Un accueil populaire leur sera réservé. C'est des Maliens? Tout à fait, des Maliens. Okay. Et c'est organisé par le club des motards du Mali. Merci beaucoup, Sragatou, et à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Suite donc de ce journal et célébrons nos héros tombés sur le champ d'honneur 11 ans après l'attaque du gouvernorat de Kidal où les administrateurs ont été assassinés par des groupes armés terroristes. Les autorités régionales et militaires se sont recueillis sur leur tombe. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, ORTM Kidal. 17 mai 2014, 17 mai 2025, 11 ans, jour pour jour, que des administrateurs et des braves soldats en mission pour la mère patrie ont été assassinés par une bande de terroristes avec le soutien des ennemis du Mali. Le 17 mai 2014, c'est vers 8h30 que les terroristes logés dans ces grands bâtiments ont commencé à tirer sur le gouvernorat de Kidal sous les yeux complices de la MINUSMA et de la force Berkane. Pendant 9 heures d'horloge, les FAMA ont fait face aux attaques des terroristes. Malgré le manque de munitions, la complicité du vecteur aérien de Barkhane et MINUSMA, les renseignements au profit des terroristes. Ainsi, après le départ de la délégation, le gouvernorat tombe entre les mains des GAT. Les braves hommes sont tombés, les armes à la main, comme le lieutenant Mamadou Doumbia. Malgré une blessure, il a combattu comme un lion pour protéger ces hommes au nom de la mère patrie. Il est de notre devoir aujourd'hui de nous rassembler devant leur tombe au nom du haut commandement militaire pour communier avec leur esprit, pour prier pour les repos de leur âme et pour leur dire que leur sacrifice ultime consenti ne sera jamais vain. Les événements de mai 2014 nous ont arraché des administrateurs chevronnés, mais aussi des officiers d'une valeur rare, tels que le colonel Faisal Akba. Des hommes qui ont servi avec honneur et qui ont payé le prix ultime pour la défense de notre nation. Tout le monde est là. Nous avons un devoir de mémoire pour ces victimes, administrateurs civils et représentants de l'État. Toutes les victimes civiles et militaires de ces événements qui nous ont affectés en 2014. C'est un devoir de mémoire, de rappel de ces événements pour que nous qui sommes derrière eux, nous restions vigilants. Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamina. Aujourd'hui, l'État est là et valablement représenté par les représentants de l'État. C'est une fierté pour nous tous aujourd'hui. Nous prions pour le repos éternel des âmes de nos disparus. Après plus d'une décennie, la mémoire de ces martyrs est célébrée par les autorités régionales et les officiers FAMA au cœur de Kidal qui respirent le Mali grâce aux efforts consentis par les autorités de la transition, des efforts qui ont permis de reprendre Kidal et surtout d'assurer avec succès les renforcements et la reconstruction de notre outil de défense et de sécurité. Une belle victoire de l'armée malienne qui a surmonter les aléas d'une page noire et écrire avec fierté son nom dans l'agenda d'une armée à la hauteur des défis de l'ère. Je le disais dans les titres, un miroir des médias maliens s'est brisé hier vendredi. Excellent homme de culture, non moins un brillant journaliste de radio, Tchemoro Magalou avait fait le choix du Mali en suivant le président Modibo Keïta. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, il est décédé ce 16 mai 2025 à Dakar. Reportage à Souri Ibrahim Keïta. Les colas étaient moins rouges que blanches. Elles étaient beaucoup plus blanches, mais il y avait quand même encore un petit fond rosâtre. Un bout d'homme à la mémoire des défunts et à la voix d'or. Spontané, élégant, humaniste, tolérant et sociable. Une intelligence maliano-sénégalaise s'est éteinte hier 16 mai 2025. Cette intelligence s'appelle Tchemoro Magalou Dimak. Homme de médias jusqu'aux ongles. Un fou rire comme il en avait le secret. Parce que dans le naturel, il avait tendance à aller vite dans le parler. Mais au micro, c'était un autre homme. Tu vois, c'était un as du micro, un homme de radio, véritablement.
Et il était doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne. C'était un grand monsieur qui maîtrisait la langue française et la culture française et qui était d'une civilité très rare. Makalou a été un des monstres sacrés de Radio Mali, puis de la télévision malienne. Un des pionniers de Radio Mali des années 70 puis de la télévision nationale, il était d'une inspiration exceptionnelle avec des émissions comme Caravane, Variété, Magazine Jeunesse Développement, MJV, grand témoin de l'histoire et on en oublie. J'étais un grand fan de Tchemoko avant même d'arriver à la RTM, les émissions qu'il animait sur la radio. Et puis j'ai découvert l'homme. Ce n'est pas un administrateur. L'administration d'ailleurs l'ennuie beaucoup. Tchemoko est un créateur. C'est à ce titre qu'il a occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur des programmes. Il était aussi un animateur. Pour notre génération qu'il a accueillie dans le début des années 80, nous retiendrons surtout ce qu'on peut qualifier d'un as de l'élaboration des programmes de Radio Mali. J'ai vu quelqu'un qui mémorisait très bien ses textes. Il s'en détachait, ça faisait peur. Tu te disais au bout du compte, il va caler quelque part. Mais Tchemoko, il va te rendre son texte. Et quand il prend la parole en public, tu as l'impression que son discours est caché quelque part et qu'il était en train de le dire. Tchemoko Magalou aimait le Mali. 22 août dont on parle, en 1960, quand la fédération a éclaté, Tchemoko Magalou, les yeux fermés, a suivi le président Modibo Keïta. Il n'avait personne à Bamako. Toute sa famille était à Dakar. Il a pris le train. C'est en ce moment qu'il a intégré Radio Mali. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres qui avaient suivi. Mais là, beaucoup d'entre eux, après le coup d'État de 68, sont retournés au Sénégal. Tchemoko Magalou n'est pas retourné au Sénégal parce qu'il aimait le Mali. Au plan professionnel, c'est que Tchemoko Magalou, qui avait le sens aussi de l'innovation. Par exemple, créer une émission interactive et l'animer comme s'adressant à la jeunesse, parce que c'était une voix juvénile d'ailleurs. Tchemoko appartenait à tous les âges, il savait parler à tous les âges. Il faut dire que Tchemoko Magalou respirait la radio, respirait les programmes de Radio Mali, qu'il connaissait de A à Z. Beaucoup ne savent pas que le C4D de l'UNICEF, les bases ont été conçues par Tchemoko Magalou. Un homme affable. Il était plein d'humilité. Et les rares fois où j'ai vu Tchemoko en dehors d'un studio, c'était le moment qu'il privilégiait d'ailleurs. C'est pour faire ses ablutions et pour faire ses prières. C'est ça, c'est impressionnant chez Tchemoko. Alors la deuxième chose, c'était un monsieur très propre, très élégant. Vraiment, il faisait plaisir à voir. Tchemoko était quelqu'un de très très religieux. Tchemoko ne rentrait jamais à la maison sans passer par le marché. Parce qu'il ne voulait pas fatiguer sa femme. Sur le plan social, c'était un homme ouvert, commerce très agréable. Mais on ne se privait pas de critiquer quand une émission, nous les journalistes, nous n'étions pas animateurs, mais on se côtoyait et l'ambiance fraternelle, de sincère confraternité, permettait à Tchemoko de vous interpeller quand vous étiez passé à côté d'une bonne chute, ou bien d'un bon chapeau, ou bien d'un bon développement. Bref, d'un reportage mal ficelé. Le fait qu'il soit rappelé à Dieu le jour anniversaire du décès du premier président, je crois que ça aussi c'est un signe de Dieu. Donc, Tchemoko Magalou avait le Mali
est chevillé au cœur. Et je souhaite que les jeunes retiennent ça. Le Mali d'abord. Lui, il ne l'a pas fait en termes de slogan, mais c'est les actes qu'il a posés qui montrent qu'il avait le Mali dans son cœur. C'est avec beaucoup de respect. Je tiens à saluer sa mémoire. Je n'ai jamais vu placer un monstre au-dessus de l'autre. Vis-à-vis d'un ennemi, je ne l'ai jamais vu en colère. Je ne l'ai jamais vu en train de médire ou de parler de quelqu'un ou d'essayer de faire du mal à quelqu'un. À l'ORTM, on continuera à se souvenir de Tchemoko et qu'il y aurait le moyen de faire de lui un exemple pour la jeunesse. Ça ne pas être trop collé au matériel. Je dis nul n'est éternel, mais Tchemoko Makalou, c'est un des baobabs de la Roumanie. Il est parti. Adieu Mag. L'un des derniers monstres sacrés des programmes de radio, comme on n'en fabrique plus ou rarement, ni dans les écoles de formation, ni dans les stations de radio, comme dirait l'un de ses principaux managers de Bouzoula. Paix à son âme, amen. Et ces obsèques auront lieu demain lundi 19 mai à Dakar. Dors en paix, Tonton Magalou. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à demain, même heure, même plateau. Dieu voulant. Bonne fin de soirée à tous.